Xavier Capilla, moi je travaille pour la Fédération des industries du verre, donc je représente les verriers auprès des autorités et inversement, j'explique aux verriers ce que décident nos autorités. L'USTV a mis en place ces séminaires virtuels, ces webinaires, donc je trouve que c'est une très bonne idée, ça permet de garder le contact. Et ça permet aussi de montrer tout le dynamisme de l'USTV. Donc l'USTV, ça rassemble à la fois des chercheurs académiques et puis des représentants des entreprises verrières. C'est un lieu, donc en quelque sorte une société savante avec un lieu d'échange assez vivant et qui aboutit à des choses relativement concrètes puisqu'il y a un certain nombre de journées qui sont organisées pour mieux échanger et mieux partager les sujets qui nous préoccupent. Ça aboutit aussi à des projets comme celui qu'on a monté avec le CEA, l'IPGP et puis l'université Gustave Eiffel côté universitaire et puis Arc, Pirex, Baccarat, Pochet côté entreprise, un projet ANR pour travailler, et c'est toute la transition, pas vitreuse, mais avec le sujet sur l'altération des verres. Et donc, pourquoi est-ce que ça nous préoccupe, nous, côté industriel, ces sujets d'altération des verres? Alors, ça nous préoccupe parce qu'on a des articles en verre qui sont appelés à durer relativement longtemps, qui ont des périodes de vie relativement longues, parce qu'on stocke un certain nombre de choses dans des articles en verre, donc des choses qu'on est appelé à manger par la suite, et donc on aimerait être sûr que tout se passe bien pour le consommateur. Bon, avec le verre, on n'a pas trop de soucis, mais donc ça nous intéresse ces points-là. Et puis, parce que on stocke aussi nos articles, notamment le verre plat, avant la transformation, et donc on veut que l'article réponde aux caractéristiques souhaitées, et donc qu'il n'ait pas de problème d'altération pendant les durées de stockage. Donc aujourd'hui, pour en parler, on a deux personnes du laboratoire d'études du comportement à long terme des verres du CEA. Donc Stéphane Jeun qui va nous présenter les généralités sur l'altération des verres et puis Frédéric Angéli qui rentrera un peu plus dans le détail sur les relations entre les compositions chimiques du verre, les structures et la réactivité en solution. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Stéphane, sachant qu'il y a un temps de questions à la fin, mais vous pouvez les poser au fil de l'eau avec l'onglet Conversation, et j'essaierai de les regrouper quand elles ont les mêmes thématiques, et nous garderons 10 minutes d'échange avant de clôturer à 14 heures. Juste un rappel pour quand vous ne souhaitez pas intervenir, donc normalement, vous devez pouvoir couper votre micro pendant les interventions de Stéphane et Frédéric pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Et donc, je laisse la parole à Stéphane et je coupe mon micro. Stéphane, toi, il faut que tu l'actives. Oui, bon. Et bonjour, pardon, j'avais coupé le micro, je remets en plein écran. Petite tablette. Voilà, vous voyez la présentation? Oui, oui, c'est la bon. présentation s'affiche, c'est bon. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Stéphane Jeun, directeur de recherche au CEA, dans le même laboratoire que Frédéric Angéli, et je travaille sur la thématique du comportement à long terme des verres pour le confinement des déchets radioactifs depuis 25 ans. Mais bien évidemment, donc, on s'intéresse de manière très générale à l'altération des verres plutôt silicatés, parce que, comme ça a été rappelé dans l'introduction, il y a de très nombreux champs d'intérêt pour cette thématique. Ça concerne les matériaux du patrimoine, les problématiques industrielles, les problématiques de vie quotidienne. Et pour nous, cette petite niche qui est la prédiction du comportement des verres de confinement des déchets radioactifs pour des périodes géologiques, donc des temps extrêmement longs, où il faut donc développer des modèles prédictifs et donc avoir une compréhension des mécanismes la plus poussée possible. Donc aujourd'hui, en 20 minutes à peu près, je vais essayer de revenir sur quelques questions un peu fondamentales qui sont, d'une part, bien avoir en tête pourquoi un verre s'altère et ce, de manière irréversible. Après, en quoi il s'altère, on va regarder ça, par quel mécanisme et quel lien il y a entre les mécanismes chimiques et les cinétiques de réaction. Parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est à quelle vitesse la transformation du verre en autre chose va se passer et en quoi les propriétés du matériau vont être affectées par ce processus d'altération. En deux transparents, je vous montrerai quelques résultats qui sont un peu au front des connaissances du moment pour voir que c'est une thématique de recherche qui est en pleine ébullition et donc on continue à progresser, à affiner les modèles parce que les phénomènes sont
vous le verrez, complexes, les mécanismes très couplés, non linéaires, et il est difficile encore aujourd'hui d'implémenter tout ça dans des modèles et de rendre ces modèles prédictifs, généraux, universels, pour faire des diagnostics et des prévisions sur le comportement des matériaux. Alors tout d'abord, question toute simple, c'est pourquoi un verre s'altère au contact de l'eau. Il y a deux raisons fondamentales. Il y a une première raison qui est thermodynamique, tout simplement. Bon, vous savez, le verre est un solide figé à haute température. Et au contact de l'eau, les deux systèmes, solide et liquide, ont une différence d'énergie potentielle qui est extrêmement importante. Et la diminution de l'énergie libre globale du système fait que le verre va se transformer, va s'altérer et des éléments du verre vont être dissous, passés en solution. Et c'est aussi lié à des phénomènes chimiques puisque la molécule d'eau se dissocie, l'hydrogène est extrêmement réactif et va donc réagir avec les liaisons chimiques constituant le verre. Donc, il y a deux raisons fondamentales. Une raison purement thermodynamique où l'écart de potentiel chimique entre le verre et la solution va être une force motrice. Et de manière assez simple, on peut décrire la vitesse ou calculer la vitesse de réaction, la vitesse de dissolution du verre, en fonction, cette vitesse va être proportionnelle à la différence de potentiel chimique entre le solide et le liquide. Et plus on va mettre d'éléments en solution, normalement, plus la vitesse de réaction va diminuer. Mais, donc, ça serait simple si finalement on pouvait atteindre l'équilibre thermodynamique, on met assez d'éléments en solution et la surface du verre s'équilibre avec le liquide et le solide ne s'altère plus. Ce serait la notion d'équilibre thermodynamique. Mais pour les verres qui sont donc des solides, donc, comme je disais, figés à haute température, avec une forte entropie, l'atteinte de l'équilibre thermodynamique n'est pas possible. Pour une raison assez simple, c'est qu'à partir du moment où on va mettre suffisamment d'espèces d'éléments chimiques en solution, ceux-ci vont réagir et on va atteindre la saturation vis-à-vis d'autres phases qui vont se mettre à précipiter. Et en précipitant, elles vont à leur tour contrôler la chimie de la solution et empêcher l'atteinte de l'équilibre entre la surface du verre et la solution. C'est donc des produits secondaires qui vont contribuer à maintenir une certaine affinité pour la réaction de dissolution du verre. Et donc, il faut connaître ces produits secondaires qui vont se former. Et de manière un peu compliquée, on ne va pas directement former le produit secondaire le plus stable thermodynamiquement. On va passer par des minima locaux et atteindre progressivement un système de plus en plus stable. Mais ces minima locaux, ils sont difficiles à définir et le temps pour passer d'un minimum à un autre minimum peut être extrêmement long. Et c'est ça qui nous intéresse finalement. À quelle vitesse on va transformer le verre en autre produit, d'abord un système type verre mais hydraté, puis un système qui se réorganise qu'on appelle gel, puis des minéraux peu cristallisés, puis des minéraux cristallisés, etc., etc. Donc on va aller vers un système de plus en plus stable. Et la question, c'est par quel chemin réactionnel et à quelle vitesse cela se produit. Donc vous avez là, on campe un peu le décor général. On va rentrer maintenant un petit peu dans les détails. Donc, la semaine dernière, il y avait eu un exposé sur la structure des verres. Là, on va regarder comment cette structure réagit en présence des molécules d'eau. Alors, on va distinguer de manière assez simple et assez résumée 4 grands mécanismes. Un premier qu'on va nommer interdiffusion, hydratation. C'est en gros, les molécules d'eau ont une certaine propension à rentrer dans la structure du verre, à se dissocier et à s'échanger avec les éléments chargés qui sont faiblement liés au réseau vitreux, comme les alcalins, voire alcalino-terreux. Donc, on va avoir des réactions d'échange d'ions. De manière concomitante, on peut avoir des réactions d'hydrolyse, donc les liaisons entre les formateurs type SiO-Si, SiO-Al, SiO-Fe, SiO-ZR, etc., peuvent s'hydrolyser en présence des molécules d'eau, donc la rupture des liaisons. Je vous parlais tout à l'heure de transformation irréversible. Le verre se transforme de manière irréversible en produit d'altération, mais certaines des réactions chimiques sont réversibles, et notamment celle avec la silice, avec les atomes de silicium. La réaction d'hydrolyse des liaisons SiO-Si est réversible, c'est-à-dire qu'on peut reformer les mêmes liaisons. Et ça va être un mécanisme clé à l'origine de la formation de la couche de gel que l'on trouve quasi systématiquement en interface avec le verre sain et la solution. Donc, 3 des mécanismes fondamentaux. Et le 4e est ce que je vous disais tout à l'heure, la précipitation de phase secondaire. On atteint en solution un niveau
concentration telle que des minéraux, des nucléi peuvent se former, puis croître, formant des minéraux plus ou moins organisés, plus ou moins cristallisés, mais qui vont contrôler la chimie de la solution. On voit là, par exemple, là, sur une coupe transverse d'un verre altéré, le verre sain, une structure de type gel, donc issue de la recondensation des liaisons SiO-Si après leur hydrolyse, et des phases secondaires. Ici, c'est des argiles, mais on peut développer d'autres types de structures. C'est des faciès assez classiques de l'altération des verres silicatés ou borosilicatés. Voilà, donc là, je vais décrire un petit peu la séquence de mécanismes en imaginant qu'on part d'un échantillon de verre sain qu'on met au contact de la solution. Donc, le verre sain est en vert, la solution est en bleu, et on va voir comment se déplacent les différentes interfaces. Donc, le premier processus, je vous disais, le plus rapide, il concerne les éléments qui sont peu liés chimiquement. Donc, les énergies de liaison au réseau vitreux sont assez faibles. Donc, un échange d'ions opère entre les protons ou ions hydronium, H3O+, de la solution et les alcalins, là schématisés par le sodium. C'est un processus très rapide au début et puis qui va décroître en racine carrée du temps parce qu'il va falloir extraire de plus en plus profondément ces alcalins dans le réseau vitreux. Donc, la vitesse d'interdiffusion va diminuer en racine carrée du temps. On va voir se déplacer le front, mais en même temps, donc, on va assister à des réactions d'hydrolyse de ce matériau désalcalinisé et hydraté, donc des réactions d'hydrolyse qui vont mettre en solution du silicium, de l'aluminium et des autres formateurs de réseaux vitreux. Et à mesure que la concentration en silicium, notamment, augmente en solution, la vitesse d'hydrolyse va diminuer. C'est un effet chimique qui s'explique par des considérations thermodynamiques. Donc, le front de dissolution va avancer à une vitesse qui va décroître en fonction de la concentration en silicium dans le milieu. Donc, on commence, vous voyez, à avoir différentes sous-couches qui ont des compositions chimiques et des propriétés différentes. La silice, comme je vous le disais, peut recondenser, donc va reformer un réseau tridimensionnel, mais il va être poreux cette fois parce qu'on aura perdu les alcalins, on aura perdu du bore, on aura perdu des alcalino-terreux. Donc, ça va être remplacé par de l'eau. Donc, on va avoir là un réseau poreux. Et le matériau résultant de ces réactions d'hydrolyse-condensation, ce matériau hydraté, s'appelle gel. Un gel. Voilà, très bien. Donc, les fronts des caractéristiques des différents mécanismes d'interdiffusion et d'hydrolyse vont avancer à des vitesses propres qui sont d'une part dépendant de la composition du matériau, mais également de la température, du pH et de la concentration des ions en solution, puisque je vous disais, par exemple, la vitesse d'hydrolyse est affectée et est impactée par la présence de silicium en solution. Donc, on va avoir des vitesses propres qu'on sait maintenant modéliser, qui sont paramétrées en fonction des différentes conditions d'environnement. Et donc, le matériau gel se réorganise, se restructure et va faire progressivement barrière de diffusion pour les ions à la fois hydrolysés au niveau de la surface du verre et ceux qui sont en solution. Donc, ce matériau gel, en se restructurant, va progressivement fermer sa porosité et limiter les échanges de matière entre la surface du verre et la solution. Ça peut avoir des effets considérables sur le long terme. Donc là, ce qu'on va définir comme pellicule d'altération, c'est l'ensemble des sous-couches qui résultent de ces mécanismes que je viens de décrire. Voilà, et donc, je vous disais tout à l'heure, on peut observer également des phases secondaires qui, généralement, précipitent à la surface externe de la couche d'altération, puisqu'elles se forment à partir des ions présents en solution. Ions fournis par le verre ou bien présents, apportés par l'environnement et présents dans le milieu. Ceci dépend dans quelles conditions le matériau s'altère. Voilà, donc quelques images là pour vous montrer ce qu'on observe dans la réalité. Là, c'est sur des expériences de longue durée sur un verre nucléaire complexe à une trentaine d'oxydes, où on visualise très bien à l'interface entre le verre sain et la pellicule d'altération, une couche dense qui va correspondre à la zone de passivation, une couche beaucoup moins dense qui est un gel très poreux. Alors, c'est des images en microscopie électronique à transmission. Donc, tout ce qui est clair fait apparaître la porosité. Les points blancs
Si on zoome encore un peu plus, on peut mesurer même des tailles de pores à partir d'une analyse d'image de ces structures-là. Et si on se déplace, bon là, je n'ai pas l'image complète, c'est pour vous montrer un peu les différences de texture entre une couche dense et une couche poreuse. Mais si on se déplace jusqu'à l'extérieur du gel, on va trouver, dans ce cas-là, pour les verres nucléaires, même altérés en eau pure, des minéraux secondaires, des phases secondaires qui se sont formées par précipitation une fois qu'on a atteint la saturation en solution. Et là, c'est des structures d'argile, donc des matériaux en feuillet, mais vous voyez des structures très poreuses qui n'ont pas de caractère passivant. Il n'y a pas de transport. Les ions peuvent être transportés très rapidement au sein de ces matériaux-là. La zone de blocage, de transport diffusif très lent, elle a lieu dans ces couches-là de quelques dizaines, centaines de nanomètres, mais qui font écran, qui font barrière au transfert de masse. Voilà, donc on est amené aussi, donc si maintenant on corrèle régime cinétique et mécanisme d'altération. Donc on a ce qu'on appelle la vitesse initiale, dont Frédéric va reparler tout à l'heure, qui est la vitesse maximale dans un milieu donné pour un verre donné. C'est la plus haute vitesse de dissolution qu'on peut mesurer sans aucune rétroaction des espèces passées en solution sur la vitesse. Donc elle est maximale, on appelle ça vitesse initiale ou V0. Et cette vitesse, on l'a vu, va diminuer de plusieurs ordres de grandeur parce que la vitesse d'hydrolyse est ralentie, parce que la concentration en silice en solution augmente, et aussi parce que le gel devient une barrière de diffusion. Et on entre dans un régime qu'on appelle résiduel, qui est un état quasi permanent, quasi stationnaire, où la vitesse de formation de la couche passivante égale sa vitesse de dissolution, parce qu'elle aussi n'est pas stable. Je vous avais dit, on passe par ces minima locaux. Elle a tendance à se déstabiliser. On a un régime permanent où la vitesse est quasi constante, et on appelle cette vitesse-là résiduelle. Et dans certains cas, si l'environnement est propice, on peut assister à la précipitation rapide et massive de phases secondaires plus stables que le gel, et elles peuvent du coup se former au détriment du gel, voire détruire ses capacités passivantes. Et dans ce cas-là, on peut assister à des reprises d'altération. Le phénomène est assez bien connu et ne concerne généralement pour les verres silicatés que les milieux très alcalins, puisque c'est dû à la formation de zéolithes. Et les zéolithes sont des phases qui se forment en milieu très alcalin. Voilà, donc là, je vais passer assez vite, juste pour vous indiquer que il est extrêmement, la réponse du verre vis-à-vis de ces différents régimes de vitesse est extrêmement dépendante de sa composition. Donc, de faibles variations de la composition d'un verre peuvent impacter de plusieurs ordres de grandeur les vitesses de réaction. Je vous donne là une illustration sur des verres simplifiés, borosilicatés, qu'on a étudiés lors de lixiviation sur plus de 10 ans, où on a pu constater que voilà, de faibles variations à la hauteur de 1 ou 2% massiques peuvent changer de plusieurs ordres de grandeur les vitesses résiduelles, par déplacement des équilibres entre les phases secondaires et le gel, parce que les propriétés passivantes du gel vont aussi être très sensibles aux éléments chimiques qui la constituent, etc. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Deux transparents pour illustrer un peu les recherches que l'on mène, que l'on a menées ces dernières années et que l'on continue à mener sur les matériaux pour en prévoir les propriétés et pouvoir les modéliser. Donc, un exemple de complexité, c'est les propriétés dynamiques de la couche passivante. En fait, donc, par l'utilisation de traçage isotopique, on a pu montrer que les réactions d'hydrolyse-condensation qui sont à l'origine de la formation du gel se poursuivent au cours du temps et conduisent à une évolution et une maturation du réseau poreux du gel et donc de ses propriétés de diffusion. Donc, on peut très bien avoir, lors de sa mise en place, de la couche passivante, certaines propriétés de diffusion avec des canaux ouverts et des pores fermés. Et cette structure-là va être évolutive. Les petits pores vont avoir tendance à se regrouper et à coalescer pour faire des pores plus gros. Donc voilà, sur ces images en microscopie à transmission, un gradient assez net de porosité. Là, tout ce qui est blanc, gris clair sont les pores. On voit bien que quand on passe du vert 5 et par ici à l'extérieur du gel passivant, on a des porosités dont la taille évolue. Ce qui veut dire aussi que les murs entre les pores ont tendance à grossir,
Donc, si les ports sont fermés, si on a des murs importants à franchir pour passer d'un port à l'autre, eh bien, les temps de transfert vont être de plus en plus longs. Donc, les propriétés de diffusion sont évolutives dans le temps, évolutives en fonction des paramètres d'environnement, température, pH, composition de la solution, compo du verre, etc. Donc, la prise en compte de cette dynamique se fait par le biais d'outils de type dynamique moléculaire ou Monte Carlo, code Monte Carlo. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais pour vous dire qu'on a des outils de simulation de ces structures et de leur évolution dans le temps. Une autre chose importante, je disais un peu tout à l'heure dans la liste des mécanismes clés, c'est la précipitation des phases secondaires qui, en général, sont plus stables thermodynamiquement que le gel, y compris la couche passivante, et leur propension à précipiter va impacter les propriétés de la couche parce que bien souvent, ces phases secondaires se nourrissent des éléments constitutifs de la couche passivante. On voit là, par exemple, quand des phases de type argile se développent parce qu'on fournit au milieu des éléments qui permettent de les former, par exemple du magnésium, quand les verres n'en ont pas. Des argiles magnésiennes se forment en consommant le silicium et l'aluminium de la couche passivante, créant ainsi des porosités supplémentaires et accélérant le transfert de matière entre la solution et le verre, donc accélérant l'altération du verre. Donc, être capable de modéliser l'ensemble de ces processus est une condition nécessaire si on veut prédire l'altération des verres, que ce soit à court, moyen ou long terme, dès lors qu'il y a rétroaction des éléments pour former des couches de gel et des phases secondaires. Donc, on a développé des modèles, plutôt donc, pour rendre compte de ces phénomènes, donc des modèles géochimiques qui utilisent des bases de données thermodynamiques où sont décrites les propriétés des phases secondaires susceptibles de se former. Et on a implémenté dans ces modèles les compositions et les propriétés thermodynamiques des couches passivantes qui peuvent se former sur le verre. Et en mettant en balance, en compétition, couches amorphes passivantes et phases secondaires cristallines, on arrive à décrire de manière assez fine l'altération des verres silicatés dans des environnements assez variés. Je vais prendre un exemple là. On a été amené à tester la pertinence de ces modèles sur des analogues archéologiques. Donc là, on sort de l'échelle du laboratoire dans lequel on peut tout maîtriser, les compos de verre, les conditions d'altération, etc., pour passer au milieu naturel où les systèmes sont a priori beaucoup plus complexes. Et donc, on a été amené à travailler sur des blocs de verre archéologiques de grandes dimensions, là, plusieurs kilos, fracturés, donc entraînant une géométrie très complexe, avec des milieux confinés dans les fissures, des milieux beaucoup plus ouverts à l'extérieur. Et ces blocs de verre se sont altérés pendant 1800 ans en milieu marin, puisqu'ils provenaient donc d'une cargaison qui s'est échouée en mer. Et donc, on a étudié ces blocs de verre pour voir si on était capable de modéliser leur état d'altération après 1800 ans. Donc, on a construit le modèle cinétique à partir d'études de laboratoire et on a regardé si ce modèle, sans paramètres d'ajustement, était capable de rendre compte de l'état d'altération après 1800 ans. Donc là, je ne détaille pas, mais la réponse a été oui. On a un accord quantitatif sans paramètres d'ajustement des modèles, donc de manière vraiment prédictive. On est capable d'expliquer ce qui se passe dans les fissures, ce qui se passe à l'extérieur, et donc la résultante de cette interaction entre l'eau de mer à 12 degrés pendant 1800 ans, qui a généré un taux d'altération de ces blocs autour de 15%, et qui nous a permis de prédire que les blocs disparaîtraient au bout de 20 000 ans si les conditions chimiques du milieu perdurent aussi longtemps. Voilà, donc c'est juste pour dire, on est capable de… Voilà, ces modèles sont assez fins pour décrire des phénomènes complexes et y compris prendre en compte des temps longs, quoi, qui dépassent largement les temps d'expérimentation au laboratoire. Voilà un dernier exemple avant de conclure. On regarde également des systèmes qui ont vieilli encore plus longtemps. Ça, c'est pour l'intérêt, on va dire, sur notre thématique des déchets vitrifiés, des déchets nucléaires vitrifiés, pour lesquels il faut avoir des modèles prédictifs sur un horizon de temps autour du million d'années. Donc, on regarde des échantillons naturels, donc plutôt des verres volcaniques, qui ont évolué dans le milieu naturel sur des périodes allant de quelques milliers d'années à quelques dizaines de millions d'années.
Et on regarde la capacité des approches de laboratoire à simuler ce qui se passe dans le milieu naturel sur le très long terme. Donc, on a mesuré les vitesses maximales dans les conditions d'altération naturelle de ces vers volcaniques qui venaient d'Islande. On a mesuré les vitesses résiduelles. On sait qu'on n'est encore pas très clair sur l'évolution potentielle de cette vitesse résiduelle à long terme. Est-elle constante dans le temps ou est-elle lentement décroissante dans le temps avec l'augmentation ou de l'efficacité ou de l'épaisseur de la couche barrière, de la couche passivante? Donc, on a disons, ce faisceau possible de courbes une fois qu'on a atteint la saturation en silice et qu'on est dans le régime résiduel. Donc, on ne sait pas aujourd'hui, mais on a du coup comparé à des mesures faites sur des échantillons naturels allant de quelques milliers d'années à quelques dizaines de millions d'années. On montre que ces échantillons naturels qui ont été altérés dans des milieux assez confinés, donc propices à la formation des couches passivantes, s'alignent relativement bien sur une tendance donnée par un modèle de vitesse résiduelle à température constante et à vitesse constante. Je ne dis pas qu'on a un modèle prédictif mécanistique, on essaye de faire des liens, des passerelles entre l'échelle de laboratoire et l'échelle du long terme et le milieu naturel, où certains phénomènes peuvent ne pas être maîtrisés. Juste avant de finir, juste quelques mots pour vous dire, on cerne aujourd'hui assez bien les domaines de stabilité des vers silicatés et borosilicatés, donc les conditions d'environnement qui sont les plus favorables à une grande durabilité. On sait que ces vers sont extrêmement dépendants au pH et un pH autour de 9 semble être les conditions les plus favorables pour former et maintenir dans le temps, de manière stable, une couche passivante qui permet de réduire les vitesses d'altération par rapport à la vitesse initiale dont on parlait tout à l'heure, de 4 à 5 ordres de grandeur. On sait qu'au-delà, on rentre dans le domaine des reprises d'altération à cause de la précipitation des éolites. Et en milieu acide, la faible efficacité de la recondensation de la silice ne permet pas à des couches passivantes efficaces de se développer. Voilà, ces conditions d'altération sont importantes parce qu'elles nous permettent de déterminer des domaines favorables en fonction de ce qu'on attend du matériau finalement. Voilà, en guise de conclusion, je dirais qu'il faut bien retenir que pour ces phénomènes d'altération, il est difficile de procéder par une stratégie dite de vieillissement accéléré. En fait, on chercherait, en jouant sur un paramètre, à accélérer la réaction et donc à simuler des temps longs parce que les mécanismes d'altération sont assez couplés et fortement non linéaires et pas dépendants de la même manière aux différents paramètres d'environnement comme le pH, la température, la composition de la solution. Donc, jouer sur un des paramètres n'accélérerait pas de la même manière l'ensemble des mécanismes contrôlant l'altération. Donc, on induit des biais qui sont difficilement corrigeables et seul le développement de modèles permet d'approcher de prédire de manière assez fiable le comportement du ver sous altération. Les progrès récents ont été obtenus par le biais d'expériences ciblées utilisant des isotopes, des expériences de perturbation, d'ensemencement avec des phases secondaires pour passer les barrières de nucléation, etc. Aussi le progrès des techniques d'analyse et de caractérisation et aussi les progrès dans les développements des modèles à différentes échelles, de l'échelle atomique à l'échelle macroscopique. Voilà, je pense que j'en ai fini pour cette présentation générale et je pense que je vais laisser la parole à Frédéric pour la suite. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, effectivement, je propose que Frédéric t'enchaîne sans perdre de temps et puis on déroulera les questions ensuite. Donc, j'essaie de prendre la main là sur le. Je ne sais pas si je l'ai. Ouais. Normalement, c'est bon. J'ai lâché le truc. Ouais. C'est bon, on voit ton écran. Alors, tu n'es pas en diaporama. Mais... Alors, je ne vois plus rien. Alors, est-ce que c'est bon là? Oui, c'est OK. Ouais, vous avez l'écran là? Oui, on l'a, c'est bon. Okay. Alors, donc, l'objectif de cette présentation, c'est plus de montrer quelle est l'influence des paramètres structuraux sur la réactivité du ver. Donc, les paramètres structuraux qui vont jouer, c'est
qui vont être influencés, ils vont jouer quand l'histoire thermique va être modifiée ou quand on va modifier la composition chimique du verre. Je dirais aussi 2 mots sur le rôle de l'interface verre-solution. Comment est-ce que la réactivité du verre va être modifiée lorsque les cations en solution vont interagir avec la surface du verre. Et puis quelques mots sur des modèles prédictifs qui sont actuellement développés pour rendre compte de ces différents mécanismes. Donc on commence par l'influence de l'histoire thermique. Donc là, l'objectif, c'est de ne faire varier que la structure du verre sans jouer sur sa composition chimique. Donc pour ça, on peut jouer sur la vitesse de refroidissement du verre fondu et suivant la vitesse de refroidissement du verre, on va atteindre un état structural différent. Donc dans les verres borosilicatés, un très bon marqueur de ces différences, c'est le rapport de coordination du bord. On a du bord en coordination 3, en coordination 4 dans les verres. Plus la température du liquide va être élevée, et plus on va avoir un nombre important de bords en coordination 3. Et donc, quand on va figer le verre à une température plus haute, on va avoir du bord triédrique en quantité plus importante. Donc ça a été observé dans des verres simples. Dans des verres un peu plus complexes, on peut voir qu'il y a un certain nombre d'autres types de modifications structurales qui ont lieu. Donc là, si on regarde un verre qui est déjà un verre à 6 oxydes, qui est un alumino-borosilicate sodocalcique qui contient du zirconium, et qu'on regarde ce qui se passe au niveau des différents éléments. Donc là, on a trempé un verre très rapidement en le fibrant, donc on obtient une fibre d'une dizaine de microns. On efface ensuite, pour avoir une référence, l'histoire thermique en faisant subir un recuit à cette fibre. On vérifie qu'on n'a pas de différence avec un verre massif, on n'a pas de différence liée à la géométrie de la fibre. Et donc la première chose qu'on observe, c'est cette augmentation très significative de la quantité de bord 3 proche de 10% lorsque le verre est trempé rapidement. Excusez-moi, Frédéric, excuse-moi, je pensais qu'il n'y avait que moi, mais a priori, non. On est toujours sur le titre, nous. Hein. On n'a pas les... Ça n'a pas défilé. Ah bon. Oui. Peut-être arrête le partage et remets-le en route. Oui, je vais faire ça. Comme quoi, même après des mois d'entraînement à la visio, on n'est pas encore tout à fait au point. C'est bon, Frédéric. Là, c'est bon, ça défile? Oui. Ouais. Bon, alors, je vais reprendre très rapidement. Hein. Donc, je parlais de l'histoire thermique du verre. Alors, je vais reprendre sur ce transparent-là. Donc là, je disais qu'on observe sur le verre trempé, donc les verres trempés rapidement sont représentés dans les différentes figures en rouge. Donc, on observe une augmentation de 10% du bord en coordination 3 et on observe un déplacement de la position du bord 4 dans le verre trempé. Et donc là, on observe pour cette contribution-là qu'on a une augmentation de la quantité de bord qui n'est entouré que d'atomes de silicium, au détriment de bord qui est entouré à la fois de silicium et de bord. Donc on a moins de mélange entre les formateurs de réseau lorsque l'on trempe rapidement le verre. Si on regarde d'autres noyaux, comme ici l'aluminium, donc on observe un élargissement du spectre lorsque le verre est trempé rapidement. On est toujours, par contre, sur un aluminium en coordination 4. Et si on va un peu plus loin et qu'on regarde des séquences RMN qui permettent de sonder les proximités entre différents types de noyaux, ici le sodium et l'aluminium. Donc ici, on est sensible à ces interactions et aux proximités entre les atomes de sodium et d'aluminium. Plus le signal va être important et plus on va avoir une proximité entre ces deux noyaux. Donc là, ce qu'on observe, c'est que sur le verre trempé, on a un signal qui est plus faible parce qu'on a moins de proximité, donc on a moins de sodium qui va voir de l'aluminium. Ce qui signifie qu'une partie de l'aluminium, on reste toujours en coordination 4, une partie de cet aluminium va devenir compensée par du calcium, ce qui est cohérent avec l'élargissement des spectres qui est observé ici. Si on regarde maintenant le sodium, donc on retrouve encore cette légère augmentation de la distribution. Là, on peut utiliser des séquences RMN qui nous permettent d'être sensibles aux interactions dipolaires entre atomes de sodium. Et là, on observe que donc ici, plus on va avoir des couplages dipolaires et plus on va avoir une décroissance rapide du signal. Donc, lorsque le verre est trempé, on a
beaucoup plus de couplage dipolaire et donc beaucoup plus probablement de regroupement de sodium et d'enrichissements locaux en sodium lorsque le verre est trempé rapidement. Donc on voit que lorsqu'on va augmenter la vitesse de trempe, on a du sodium qui initialement pouvait être compensateur d'une partie du bore tétraédrique et l'aluminium tétraédrique et va se retrouver modificateur à proximité d'oxygène non pontant et probablement avec des possibles regroupements. Et donc ça a des conséquences sur un certain nombre de propriétés macroscopiques du verre et dont en particulier celles qui nous intéressent ici, qui sont la durabilité chimique. Donc, si on regarde la vitesse initiale, donc ici, on représente des épaisseurs équivalentes. Donc, c'est l'épaisseur sur laquelle chacun des cations, chacun des éléments est appauvri. Donc, on a une dissolution qui est congruente, l'ensemble des éléments part à la même vitesse. Et si on compare le verre recuit au verre trempé, on observe une augmentation de près de 40% des cinétiques d'altération lorsque le verre est trempé. Si on regarde ce qui se passe à plus long terme, sur ici 800 jours d'altération, donc on compare sur le verre trempé le relâchement du bore et du sodium en rouge et sur le verre recuit en noir, on observe qu'on a une très significative variation avec des cinétiques d'altération plus importantes au départ qui tentent un petit peu à s'atténuer avec le temps. Mais si on regarde à 800 jours d'altération, on a sur le verre trempé rapidement une épaisseur d'altération qui est près de 2 fois plus importante que sur le verre recuit. Donc, on voit clairement que la durabilité chimique est impactée par l'histoire thermique dans ces verres borosilicatés, dans les différents régimes d'altération. Alors, je passe maintenant à l'influence de la composition chimique des verres, donc en essayant de s'intéresser à l'influence des principaux groupements structuraux sur la réactivité. Donc, si on regarde dans les principaux formateurs de réseau, donc on a d'abord le silicium, dont le relâchement va être très dépendant d'abord de sa connectivité. Plus on va avoir un réseau polymérisé et moins il va être réactif. Et aussi, ça va étroitement être lié au pH de la solution. On a ici la solubilité de la silice amorphe en fonction du pH. Autour de la neutralité, on a la solubilité la plus faible. Et pour des pH plus acides et en particulier plus basiques, on a de très fortes augmentations de la solubilité. Dans les autres formateurs, donc on a le bore. On a vu que le bore et ses coordinances pouvaient être fortement influencées par l'histoire thermique du verre, mais aussi par les variations de composition chimique, et en particulier la présence d'autres types de formateurs qui préférentiellement vont capter des charges positives, des cations, et donc diminuer la coordinance du bore, et diminuer la coordinance de bore 4. Donc c'est le cas en particulier pour l'aluminium ou pour le zirconium, qui vont augmenter la polymérisation du réseau en mobilisant des alcalins. Ils vont renforcer le réseau vis-à-vis des réactions d'hydrolyse, sauf à pH très acide pour l'aluminium et à pH très basique pour le zirconium. Donc, le zirconium qui, lorsqu'il va pouvoir être compensé, va être en coordinance 6. Et si on augmente la quantité de zirconium dans le verre, on voit que la vitesse initiale de dissolution diminue très nettement. Cette vitesse est accélérée si on augmente le pH. On observe toujours cette diminution, mais un peu plus atténuée pour des pH plus élevés. Les alcalins vont interdiffuser avec, bien sûr, les protons en solution, mais aussi peuvent s'échanger avec d'autres cations présents en solution. Ils vont favoriser l'hydrolyse du réseau en dépolymérisant le réseau, sauf s'ils adoptent une configuration de compensateur de charge, auquel cas ils ne vont pas dépolymériser le réseau. Les alcalinotéreux, eux, vont renforcer le réseau par rapport aux alcalins et peuvent s'échanger avec eux au cours de l'altération. On a en particulier observé que dans les pellicules d'altération avec de l'aluminium ou du zirconium qui est initialement compensé par du sodium, ce sodium va partir en solution et ce sont les alcalinotéreux qui vont venir compenser ces formateurs, les maintenir dans leur coordinance initiale et permettre une certaine stabilité à la pellicule d'altération au cours du temps. Donc, dans les autres éléments qui ont une influence particulière, on a le molybdène qui, lui, peut former des phases cristallisées contenant du sodium. Et donc, en formant ces phases cristallisées et en captant du sodium, la conséquence est que le reste du réseau silicaté va être plus polymérisé. Et à partir du moment où la durabilité du verre est pilotée par le verre englobant, lorsque l'on va augmenter la polymérisation du verre englobant, on va diminuer les vitesses initiales d'altération. Donc, c'est ce qu'on a pu observer sur un verre simple, un borosilicate dans lequel on augmente la quantité de molybdène. Plus cette quantité de molybdène augmente,
plus le nombre d'oxygène non pontant dans le verre résiduel diminue et plus on diminue ces vitesses initiales d'altération. C'est ce qu'on observe ici sur cette figure. Une autre illustration avec les terres rares. Donc là, on peut regarder en oxygène 17 qui permet de voir l'ensemble des groupements structuraux qu'on a dans le verre. On peut voir les différentes contributions que l'on peut avoir et on observe que les terres rares ont tendance à s'agglomérer, à former des zones riches en non pontants, être proches d'autres cations qui ont un rayon ionique proche. C'est le cas pour le sodium, pour le calcium. Et ça a formé des zones qui vont avoir tendance à être assez polymérisées et à limiter le relâchement des éléments au cours du temps. Donc, le lantane va de cette manière avoir un rôle qui est tout à fait similaire à celui que peut avoir un formateur de réseau comme le zirconium et fortement diminuer la vitesse initiale d'altération, comme on le voit sur cette figure. Alors, on a aussi le fer qui a un rôle particulier. Suivant les conditions redox d'élaboration du verre, on peut avoir du fer qui va se retrouver sous conditions oxydantes sous forme 3+, donc il va être dans ce cas-là en coordinance 4, avec des groupements structuraux qui sont assez proches de ceux qu'on peut avoir avec l'aluminium. En conditions réductrices, on va avoir du fer 2+, qui va avoir une coordinance plus élevée et qui va plutôt jouer un rôle de modificateur ou de compensateur de charge. Et on voit que si élaboré en conditions oxydantes, on se retrouve avec du fer 3+, et que sa compensation de charge peut être assurée, on va avoir une cinétique d'hydrolyse du verre qui va être nettement plus faible quand on va avoir du fer sous cette forme-là dans le verre. Et puis une dernière illustration sur les éléments chimiques avec le plomb. Donc on a beaucoup étudié avec l'USTV, puis dans le cadre, Xavier en parlait de ce qu'on fait dans le cadre de l'ANR. Donc là, on a travaillé sur les verres industriels, donc le verre de cristal au plomb qui contient entre 24 et 28% massif de plomb, donc à peu près 10% molaire. Donc on a sondé ce verre et les différents éléments qu'il contient, ça a bien étudié sa structure. Là, on a une illustration avec le spectre de l'oxygène 17 qui permet de différencier l'ensemble des groupements structuraux. Et on observe que dans ce verre, le plomb est relativement distribué de manière homogène au sein du réseau, entouré de silicium, et que ça lui confère une relative une stabilité dans le verre vis-à-vis de son relâchement. Et si on regarde ce qui se passe sur le profil élémentaire de la couche d'altération qui est représenté là, donc tout à fait à droite, on a le verre sain, et puis là on voit le profil d'éléments dans la couche d'altération. Donc on est normalisé de telle manière à ce que lorsque l'on soit à 1, on a la concentration du verre sain. Donc au-dessus de 1, on est enrichi, donc on voit les concentrations en protons dans la pellicule d'altération, et on a un appauvrissement en dessous de 1. Et on observe que la pellicule d'altération, donc qui se traduit par le relâchement des alcalins, est nettement plus importante que le relâchement du plomb, qui n'est relâché finalement que sur l'extrême surface. Ensuite, lorsque l'on va augmenter la quantité, la concentration de plomb dans le verre, donc on peut suivre l'ensemble des groupements structuraux qui se développent, et en particulier l'apparition de sous-réseaux, de clusters de plomb, de liaisons PBO-PB, qui vont avoir tendance à former un sous-réseau qui va rapidement percoler et se retrouver très rapidement relâché en solution. Ici, on représente le coefficient de diffusion du plomb en fonction de sa concentration, enfin de différents éléments en fonction de la concentration du plomb. Et on remarque que quand on augmente de 10% la concentration molaire d'oxyde de plomb, on augmente de plusieurs ordres de grandeur le coefficient de relâchement des éléments en solution, jusqu'à atteindre la percolation du réseau lorsque l'on commence à former ces sous-réseaux de plomb. Donc, je passe maintenant au mécanisme d'interface verre-solution, en particulier avec l'effet, cette fois, des cations en solution. Donc là, on a une eau souterraine, une composition d'eau souterraine qui contient un certain nombre d'alcalins, alcalinotéreux. Et quand on regarde donc à différentes températures, la vitesse initiale d'altération, on observe que, quelle que soit la température, la vitesse initiale d'altération est environ 5 fois supérieure dans cette eau souterraine qu'en eau pure. Donc, pour essayer de différencier un petit peu, de comprendre un petit peu ce qui se passe, il y a des expériences qui ont été menées de mesures de vitesse initiale, donc dans des conditions similaires, à pH 7, à force ionique constante, avec à chaque fois un cation différent en solution. Et on observe que, quel que soit le cation en solution, on a des cinétiques d'altération qui sont nettement plus importantes qu'en eau pure.
et qu'on peut avoir une corrélation entre la vitesse initiale et le nombre de sites sorbés en surface. Avec, par exemple, le calcium ou le barium, on va avoir beaucoup plus de cations sorbés en surface qui vont fragiliser les liaisons SiO de surface et rendre les sites plus facilement hydrolysables. Donc, avec plus de calcium en surface, on va plus hydrolyser le verre. Et lorsque l'on ajoute, on complexifie les choses en ajoutant l'effet du pH. Donc, quand on augmente le pH, bien sûr, on augmente les vitesses d'hydrolyse. Quand on a du calcium en solution, donc on retrouve cet effet de sorption en surface qui augmente les cinétiques d'hydrolyse. Mais si on augmente encore le pH, on a un mécanisme inverse qui se produit avec une très forte diminution de la vitesse d'hydrolyse. On passe cette fois petit à petit de mécanismes de sorption en surface à des mécanismes volumiques où on a une incorporation du calcium dans la pellicule d'altération qui va limiter les échanges entre le verre sain et la solution. Et si on peut aussi ajouter l'effet de la composition du verre qui va encore complexifier le système. Si on a un verre qui ne contient pas de calcium, alors là on compare un verre qui ne contient pas, donc c'est un verre AVM qui ne contient pas de calcium, avec un verre qui en contient, on a une vitesse en eau pure qui est 3 fois plus importante pour ce verre qui ne contient pas de calcium. Par contre, si on a du calcium en solution, on se retrouve avec des vitesses d'hydrolyse qui sont équivalentes pour les deux verres. Donc là, on a ces compétitions entre l'incorporation du calcium dans des verres qui n'en contiennent pas et donc qui vont améliorer leurs propriétés et des mécanismes de sorption qui vont être prioritaires dans des verres qui contiennent déjà du calcium. Donc on voit que la durabilité chimique, elle est impactée à la fois par la nature des cations en solution, mais très fortement aussi par le pH et par la composition du verre. Donc, je termine par quelques illustrations sur donc, des modèles prédictifs qui sont développés, qui sont basés donc, sur des descripteurs structuraux. Donc, l'objectif de ces modèles, c'est de pouvoir essayer de directement corréler des données structurales avec des propriétés macroscopiques. Donc, récemment, il y a un facteur qui s'appelle FNet qui a été proposé, qui combine des données structurales à courte distance, comme le nombre de coordinations, et alors des énergies de formation de liaison, mais on peut aussi utiliser des énergies d'hydrolyse qui peuvent être relativement précises parce qu'on peut les calculer par ab initio. Et donc, on applique ça à un modèle qui est généré par modélisation atomistique et en particulier par dynamique moléculaire. Et donc là, on arrive, alors là, ça a été regardé sur notre verre un peu classique dans lequel on augmente la quantité de silicium au détriment du zirconium. Et sur cette série de verres, on a des corrélations assez satisfaisantes entre ici la densité et ce facteur FNet ou avec ici les vitesses initiales d'altération. Alors après, quand on modifie de manière importante la composition du verre, on a des corrélations qui sont moins satisfaisantes quand on fait varier de manière importante les stoichiométries. Il y a un deuxième type de grand modèle qui a beaucoup été utilisé ces dernières années pour tout un tas de propriétés macroscopiques, c'est le modèle de contraintes topologiques. Donc, c'est un modèle qui propose une analyse de contraintes qui est basée sur les degrés de liberté et les interactions qu'on peut avoir entre atomes. Donc, on va regarder les contraintes radiales, les contraintes d'étirement, les contraintes angulaires et donc le corréler à différents types de propriétés. Et en particulier, ça a été fait sur les probabilités de durabilité chimique. Et donc, plus le réseau est contraint, donc plus ce nombre de contraintes est important et plus on va avoir des cinétiques d'altération qui vont être faibles. Donc ça a été observé dans différentes conditions, différents types de matériaux, pas uniquement des verres, différentes conditions de pH. Donc on a regardé un petit peu ce type de modèle sur des verres contenant de 3 à 6 oxydes, ayant les mêmes rapports stoichiométriques. Donc c'est les verres ici représentés en orange. Donc le modèle est construit sur ces verres-là. C'est la corrélation vitesse initiale en fonction du nombre de contraintes qui est ici représentée en orange. Et donc, on l'applique à un nombre de compositions beaucoup plus large dans lesquelles les rapports stoichiométriques sont très différents et dans d'autres familles de verres, dans des aluminosilicates. Donc, ce petit domaine en orange, là, on le retrouve ici. Et puis là, on est sur un domaine bien plus large en extrapolant sur les autres compositions de verres. Donc, on a une tendance, mais avec des verres qui s'écartent un peu de cette tendance. Donc, verres qu'on arrive à ramener un peu dans la tendance parce que ce sont des verres percolants. Et donc, si on enlève les éléments dans le calcul de contraintes qui vont rapidement percoler
et qu'on réapplique ce calcul de contrainte sur le verre résiduel, on les ramène un petit peu dans la tendance, mais on n'est pas encore, bien sûr, complètement satisfaisant. Donc, les pistes d'amélioration aujourd'hui de ce type de modèle, c'est de se baser sur des calculs par dynamique moléculaire, sachant que l'amélioration récente des potentiels de dynamique moléculaire permet maintenant d'aller vers des verres beaucoup plus complexes, d'avoir des modèles relativement satisfaisants sur ce type de composition à 6 oxydes, en ayant des relativement bonnes corrélations en termes de coordination, de synergie entre formateurs et modificateurs par rapport à ce qui peut être observé expérimentalement. Et donc, en se basant sur ce type de modèle, on peut améliorer ces calculs de contraintes. Donc, en particulier, on étudie un nombre très important de configurations structurelles à basse température qui sont obtenues par dynamique moléculaire, puis on regarde le déplacement de chaque atome autour de leur position moyenne et on analyse en fonction les contraintes qui sont associées. On regarde si l'atome va se déplacer beaucoup, et s'il est moins contraint, ou si au contraire il va être plus contraint, il va plus avoir un rôle particulier au niveau de son état de contrainte. Et donc ça, on fait des calculs pour chacun des atomes pour les contraintes d'étirement, les contraintes angulaires. Et donc ça permet d'être beaucoup plus précis pour essayer de mieux prendre en compte les différents mécanismes structuraux. Donc, en conclusion, dans les effets structuraux qui interviennent au premier ordre, donc, et qui sont impactés par l'histoire thermique, par la composition chimique, on a tout ce qui est représenté par ces changements de coordination, par les différences de connectivité, les synergies qu'on peut avoir entre différentes natures de formateurs, de compensateurs, et les priorités, les compétitions qu'il peut y avoir entre chacun de ces éléments-là, les regroupements de cations de même nature qu'on peut avoir, les regroupements d'alcalins, de sodium qui peuvent être plus ou moins importants, qui vont jouer sur la réactivité du verre. La distribution de ces cations, on a vu que des cations de différentes natures pouvaient se retrouver regroupés dans des zones de mélange, et ça va jouer sur la réactivité du verre, ainsi que la formation de sous-réseaux. Donc, on peut avoir des sous-réseaux de plomb, de plomb qui vont rapidement percoler, de bords en coordinance 3 qui vont aussi potentiellement représenter des zones percolantes. Sur l'interface verre-solution, donc la nature des cations, le pH, la composition du verre vont avoir une influence relativement importante sur les mécanismes de réactivité, avec toutes ces compétitions qu'on peut avoir entre, d'un côté, des mécanismes surfaciques de sorption des éléments et des mécanismes volumiques où les éléments vont s'incorporer dans la PQ d'altération et modifier ses propriétés. Et que aujourd'hui, c'est la compréhension de l'ensemble de ces mécanismes qui peut être associée au progrès des modélisations atomistiques récents, en particulier des dynamiques moléculaires, et qui vont permettre d'aller vers des modèles prédictifs qui permettent de relier ces caractéristiques structurales à des cinétiques d'altération pour essayer de reproduire au mieux, en fonction de la composition chimique des verres, les cinétiques d'altération dans les différents régimes d'altération du verre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ces formats sont assez courts, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à échanger. Je vous laisse mes coordonnées là, par message sur ces différentes thématiques. On aura plaisir à échanger dessus. Voilà, et j'en profite, s'il y a des étudiants, si vous avez des étudiants qui peuvent être intéressés, on propose dans le domaine de l'altération des verres pour 2021 des post-docs et des thèses. Donc, on vous fera passer les sujets. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci beaucoup, du coup, Frédéric et Stéphane, pour vos interventions. Alors, on est quand même un petit peu tenu par le temps. Alors, on va essayer de faire rapidement une ou deux questions et puis on laissera la parole à Daniel pour conclure. Alors, Stéphane, il y a une question qui revient sur quelque chose que tu as abordé, les équivalences entre température et durée. Oui, peut-être que tu peux répondre rapidement à celle-là. En fait, c'était un des éléments de la conclusion, c'est-à-dire on ne peut pas, en jouant par exemple sur la température, simuler ce que serait un temps long. Ou alors il faut passer par un modèle pour le prouver. C'est lié au fait, ce que je disais tout à l'heure, que les mécanismes sont couplés de manière non linéaire et dépendant de manière différente des variables comme la température. Donc si je joue sur la température, je vais accélérer différemment l'hydrolyse et l'interdiffusion. Du coup, je ne sais pas quel temps je simule par ce biais-là. Donc seul le passage par un modèle permet d'accéder à des temps où on ne peut pas vérifier au-delà de la vérification du laboratoire. Donc, la réponse, c'est non.
Ok, c'est clair. Il y a une autre question qui est intéressante et je pense très importante pour les verriers, l'industrie, c'est de savoir si tous les modèles que vous nous avez présentés en milieu aqueux, on a la même chose sur l'eau contenue dans l'atmosphère, on va dire, et en termes de réactivité et d'altération. Alors, de manière simple également, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je dirais non. Ils ne sont pas transposables simplement parce que, enfin, ils sont pas transposables simplement parce que l'altération en phase vapeur n'est pas assimilable à un milieu liquide fortement concentré, avec peu de, finalement. Pourquoi? Parce qu'en phase liquide, on a de la lixiviation, des éléments qui passent dans le milieu liquide, alors qu'en phase vapeur, tout se recombine sur place. Donc, ça génère des conditions locales différentes de celles qu'on pourrait avoir en milieu liquide. Et on peut avoir aussi de la volatilité, par exemple, de certains éléments et une redistribution sur place d'espèces qui, normalement, sont solubles, passent en solution dans le milieu liquide. Donc, c'est différent et ça nécessite de constituer des modèles propres à ces milieux vapeur. Ils sont assez peu étudiés. Finalement, nous, on l'aborde que très récemment pour la problématique nucléaire. Donc, il y a peu de retours d'expérience aussi poussés que ce qu'on sait sur le milieu liquide. Et on travaille en collaboration avec des gens qui sont du coup intéressés par la problématique phase vapeur, notamment pour les matériaux du patrimoine ou l'industrie, etc. Mais c'est un milieu encore relativement peu exploré et moins connu que l'altération phase liquide. D'accord. Alors après, il y a une question, alors un petit peu plus, peut-être un peu moins claire sur le stockage des déchets nucléaires et le risque de voir les éléments radioactifs migrer à travers le gel. Je pense que là, c'est tout votre travail de justement s'assurer que ça n'arrive pas. Oui. Bon, on va essayer de faire simple. Les éléments radioactifs qui sont confinés dans les verres nucléaires, on peut les grouper en deux catégories. Des éléments très peu solubles, comme les actinides et certains produits de fission, qui, de toute manière, que le gel se forme ou qu'il ne se forme pas, ne sont pas mobiles dans l'environnement. Donc, à la limite, peu importe, ils ne bougeront pas. Alors, on a tout le retour d'expérience des réacteurs naturels d'Oclo qui ont fonctionné il y a quelques milliards d'années et qui nous ont donné des informations clés sur la capacité des éléments à migrer dans l'environnement. On sait qu'une bonne partie d'entre eux ne migreront pas parce qu'ils sont intrinsèquement insolubles. D'autres sont mobiles. Il y a des produits de fission mobiles comme l'iode, le chlore, une partie du césium, le sélénium, etc., qui, eux, de toute manière, étant mobiles, qu'il y ait une couche de gel passivante ou non, vont migrer sur des distances relativement grandes. Et l'effet barrière du gel ne sera que temporaire et ne va pas avoir un poids très important sur les conséquences que peuvent avoir ces éléments dans l'environnement. Donc, s'ils sont relâchés du verre, le gel fera barrière pendant un moment, mais ils ont une certaine capacité à migrer et tout ne reposera pas sur les propriétés du gel pour les arrêter. D'accord. Et peut-être pour finir, avant de laisser Daniel conclure, une dernière question pour Frédéric sur, en mixant les deux questions, celle sur le recuit, l'impact du recuit et qu'est-ce qui se passe à la surface du verre et quels sont les moyens physico-chimiques pour éviter la formation de couches de gel sur les verres silicatés à pH élevé ou en tous les cas pour éviter d'avoir l'altération. Alors, enfin, sur les recuits, hein, ce qui se passe, c'est que quand un verre est trempé rapidement, il est moins dense, on va avoir un désordre à la fois chimique et géométrique. Le désordre chimique, là, on l'a bien vu, hein, il va être à l'origine de l'augmentation du nombre d'oxygène non comptant, puisque le sodium qui, dans ce cas-là, pouvait compenser du bore 4, il va se retrouver à casser des liaisons du réseau silicaté. Donc, on va avoir un verre qui se retrouve plus réactif lorsqu'il est trempé plus rapidement. Donc, c'est comme ça qu'on explique l'effet du recuit. Donc, la deuxième question, c'est sur comment éviter de former un gel. Ouais, Le gel, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être défavorable, hein. Il peut, par ses propriétés, il va limiter les échanges entre le verre sain et la solution. À pH élevé, ce qui va plutôt générer des difficultés et augmenter les altérations de verre, c'est la précipitation de phase secondaire qui va justement consommer des éléments de cette pellicule d'altération et faire que les cinétiques d'altération vont se retrouver augmentées. C'est plutôt la précipitation de phase secondaire qu'il faudrait éviter.
Xavier, tu as ton micro de coupé. Ok, merci. J'avais a priori pas bien traduit la question, donc j'invite la personne qui l'a posée à te contacter directement pour qu'on termine à l'heure. Je laisse du coup Daniel conclure. Et encore une fois, merci aux intervenants et merci à tous pour votre participation. Alors, merci Xavier, merci Stéphane et Frédéric, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui ont suivi les webinaires. Le prochain, c'est le 18 décembre sur la couleur des verts par Georges Callas et Wilfried Blanc. Et la suite va arriver dans quelques jours pour de janvier à juin 2021. Toutes les infos sont sur le site de l'USTV. Les replays, donc vous pourrez d'ici lundi ou mardi revoir ce webinaire sur le site de l'USTV. Pensez à regarder également l'annuaire qu'on est en train de constituer, qui va regrouper à la fois le monde industriel, le monde académique et le monde artistique. À vous de donner les informations que vous voulez retrouver et qui seront diffusées, enfin accessibles à tout le monde. Merci encore et on se retrouve le 18 décembre pour la couleur dans le vert.